Bien, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Fawaz Traboulsi, que certains d'entre vous connaissent, je crois, du moins de réputation, figure importante de la gauche libanaise et de la gauche arabe depuis les années 70. Responsable dans le temps de Liban socialiste, de l'Organisation d'action communiste au Liban, militant de la cause palestinienne et penseur de gauche à qui l'on doit des dizaines d'ouvrages qui traitent de sujets très différents. Il a publié des analyses sur la situation au Liban. Il a publié des textes à caractère autobiographique, des études assez étonnantes à première vue. Par exemple, une étude sur Fayrouz, la grande chanteuse libanaise, une étude sur Guernica, le fameux tableau de Picasso, etc., etc. Et beaucoup, deux ou trois livres sur le sud du Yémen, sur la révolution du Zofar, etc. Et Fawaz est un traducteur abondant, à qui l'on doit aussi la traduction de quelques classiques, comme Les 10 jours qui ébranlèrent le monde, de John Reed, Le développement du capitalisme en Russie, de Lénine, des traductions de Trotsky, de Gramsci, etc., etc. Et les trois dernières publications, traductions, sont des ouvrages de Edward Said. Bon, là, le livre qui est devenu un classique dernièrement est l'histoire du Liban. L'histoire du Liban qui existe en deux langues, en anglais et en arabe. Et j'espère que un jour proche, il y aura une édition française. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui ne ressemble pas aux autres. C'est Soi et faire du bon Liban au canal de Suez. Un livre qui est très original dans sa démarche, parce qu'il s'agit en fait d'une réflexion sur ce siècle charnière qu'est le 19e siècle, le siècle où le Proche-Orient et l'Afrique du Nord ont été intégrés dans le marché mondial capitaliste. Mais ce n'est pas une étude universitaire sur le développement de cette région du monde durant cette période, ni une histoire linéaire du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord au XIXe siècle, mais à partir d'épisodes, à partir de quelques figures importantes ou moins importantes dans l'historique, sur des citations, sur des extraits de mémoire. Une foule de personnages passe dans ce livre pour constituer un peu l'histoire du siècle. Vous allez rencontrer dans ce livre des personnages comme l'émir Abdelkader, comme Flora Tristan, mais aussi des ouvrières, des ouvriers des soirées lyonnaises en révolte, les fameux canuts, des ouvrières libanaises, françaises, qui ont été travaillées dans des usines, dans des soirées au Liban. Un personnage comme Enfantin, le grand Saint-Simonien, le père Enfantin, Karl Marx, etc. Lamartine. Bon. Et des personnages qu'on connaît moins en France. Et je vais poser à Fawaz quelques questions plus précises sur eux. Je pense par exemple au grand Chidiaq, le grand prosateur libanais du 19e siècle, probablement le plus grand écrivain arabe du 19e siècle, ou le dirigeant du mouvement paysan au Liban, la révolte des paysans, Tania Chahine, en 1858. Alors, je vais commencer par demander à Fawaz de présenter le livre dans son ensemble,
la démarche, pourquoi cette démarche, pourquoi tu l'as fait comme ça, à la fois de... c'est-à-dire comment tu es parti justement de Lady Stanhope, par exemple, cette noble britannique, une lady qui a été au Liban et en Syrie et qui a été considérée comme la reine de Palmyre par des bédouins de Syrie, et jusqu'à un grand projet capitaliste, impérialiste, etc., qui est le creusement du canal de Suez. Quelle est cette démarche qui t'a amené de là jusqu'à là? Merci, Fabio. Vous m'entendez? Le point de départ était le travail sur l'histoire du Liban. Et ce que j'ai accumulé en le faisant pendant des années, c'était des petits incidents, des petits personnages qui, à la fin, se sont liés d'une façon assez bizarre. Des rencontres imprévues, des personnages très intéressants. Au moins deux grands projets, si vous voulez. Le 19e siècle a encouragé plein d'imagination d'un nouveau millénaire. Il y avait plein de gens qui croyaient que la fin des temps va arriver ou la venue du Christ à Jérusalem. Au moins deux personnages avaient cette idée, Enfantin, le Saint-Simonien français, et Lady Hester Stanhope, une aristocrate. Enfantin avait l'idée que le Christ va revenir en tant que Christ femme. Il est allé l'accueillir en Égypte. Et Lady Hester Stanhope a cru que le Christ allait arriver à Jérusalem et elle s'est préparée avec 2 juments pour aller l'accueillir et aller prendre le chemin de je ne sais pas où à cheval avec lui. Bon. C'était une période de ce genre-là et c'était le début des conflits et des compétitions coloniales entre les Français et les Anglais en particulier sur l'avenir de l'Empire ottoman. Alors bon, des rencontres imprévues. Je découvre que Lamartine visite Lady Hester qui s'installe à Joun dans la montagne libanaise, que Abdelkader el-Jazairi, quand il vient au Liban, en Syrie, pardon, est sollicité par de Lesseps pour faire de la propagande pour le canal de Suez. Une foulée de rencontres et de personnages imprévus, mais aussi plus important que ça, l'intervention militaire française au Liban en 1960 et 2 grands projets. Un projet d'un empire arabe initié par Napoléon III, qui a en même temps un autre petit projet d'un émirat chrétien dans le monde liban. Et subitement, dès 1860, Louis Bonaparte, Napoléon III, l'empereur, qui d'ailleurs initie un projet de la conquête de la Syrie dans ces temps-là. Il crée même un hymne qui s'appelle « En partant pour la Syrie », il a l'idée de l'utiliser comme remplaçant à la Marseillaise. C'est l'hymne qu'on lui joue quand il quitte le pouvoir, si vous voulez. Et à ce que je me rappelle, la musique était composée par sa mère, quelque chose comme ça. Alors, bon. Il y a un élément, pour commencer, qui est la soie. C'est mon intérêt pour l'économie de la soie, la sériciculture, qui, comme vous le savez,
lie le Mont Liban, les chrétiens du Mont Liban à la France, et où il y a une petite scène intéressante dans les années 40-50, où il y a des projets français et libanais pour utiliser des paysans maronites pour la colonisation de l'Algérie. Pour dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas exotiques, mais qui sont très intéressantes. Alors voilà la soie. Faire, c'est une idée qui a été assez travaillée par quelques historiens français sur le grand marchandage qui a permis à la France de prendre le droit à creuser le canal de Suez. Grande compétition avec les Anglais étaient contre. Donc, subitement, si vous voulez, à partir de la crise libanaise, la guerre civile libanaise en 1860-61, Napoléon III remet en cause et Abdelkader et son royaume. Il oublie le petit émirat chrétien de la montagne libanaise avec son héros Gortiob qui s'appelle Youssef Kara, et en fait joint l'Empire ottoman pour régler toute la crise libanaise, et le sultan ottoman qui s'était opposé aux travaux du canal de Suez permet la reprise des travaux, et le grand deal, si vous voulez, du siècle est arraché par la France. Il faut ajouter que le terme soie et fer est aussi intéressant parce que ce que j'ai découvert après, mais Abdelkader, l'Algérien, quand il décide de se remettre à l'armée française, est attaqué, critiqué par ses lieutenants qui leur disent bon, on ne va pas se soumettre à ces cas. Il leur dit la vie est faite de soie et de fer. Voilà l'histoire de soie. Oui. Il y a dans le livre des moments où ce ne sont pas des personnages, mais ou bien enfin des personnages, mais qui parlent ou qui sont placés au cœur d'un grand événement, d'une révolte, d'une révolution. Par exemple, la soie au Mont Liban et la révolte des canuts lyonnais. Hein, bon. Et ça se passe en 1830-1831, au moment où la France aussi occupe Alger, la prise d'Alger par l'armée française. Ces coïncidences durant ce siècle qui sont extraordinaires. Bon, Abdelkader qui est en Algérie, et puis on le trouve à Damas. On trouve à Damas au moment où il va y avoir le grand massacre des chrétiens de Damas par des fanatiques musulmans. Bon. Et puis Abdelkader qui devient l'un des grands personnages, des grands notables de Syrie, et qui est destiné à être le roi d'un empire. Bon, je veux dire, toutes ces coïncidences sont extraordinaires. Et c'était impossible s'il n'y avait pas ce développement nouveau du capitalisme, enfin, qui relie des communications, de tout ça, qui relie le nord au sud, des projets qui naissent à Lyon et qui finissent au Liban. Bon. Est-ce que tu peux parler un peu de cet épisode qui est très étrange, d'une main-d'œuvre française qui va travailler au Liban, alors que ça paraît très étonnant. D'habitude, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le marché du travail, c'est pas comme ça. Oui, en fait, l'épisode a été découvert par Dominique Chevalier, et c'est inscrit dans son livre, je ne l'ai pas inventé, je n'ai rien inventé dans ce bouquin en tout cas. Les filatures, les premières filatures au Liban de soie étaient françaises.
il y avait 3 ou 4, et une de ces filatures amène une douzaine d'ouvrières françaises de la région de la Creuse, si je me rappelle bien. Et il y a plein d'aventures dans cette affaire, mais l'essentiel, c'est qu'il y a eu une découverte d'un nouveau genre de fil qui s'appelle le fil Cambon, qui, paraît-il, était plus approprié à l'industrialisation, au tissage. Et elles font une révolte, 3 meurent d'une épidémie de choléra, plein de problèmes, et ils sont à la fin toutes rapatriées à part. Mais c'est une affaire de presque une année où elle découvre les conditions horribles du travail des enfants, des filles, des petites filles libanaises dans les filatures. Elles se révoltent. Non pas que les filatures françaises étaient meilleures, en tout cas. Elles avaient plein de problèmes avec M. Portalis, qui était l'industriel. Voilà. On a essayé, ma femme et moi, de tracer l'histoire, d'aller trouver ce qui reste de cette douzaine de femmes, les filateurs, les familles de filateurs françaises dans le Sud n'ont rien accepté de révéler de leurs archives. C'est un épisode très intéressant dans tous les cas. Mais je veux aussi parler, Farouk, de mon dada qui est Ahmed Fares. Ah oui, oui, j'allais tout voir de toute façon. Bon, alors, Fares Chidia est un personnage très intéressant. Farouk l'a bien présenté comme le personnage le plus intéressant de la Nahda du 19e siècle. Malheureusement, très peu connu, malgré le fait que son chef-d'œuvre a été composé à Paris en 1855, qui est traduit en français avec partiellement traduit. On a comment édité, on s'est débarrassé d'un chapitre où il attaque et l'Église maronite et les papes du Vatican de façon assez violente, à cause du fait que le frère de Chidia est devenu protestant. Il a été incarcéré par le patriarche maronite. Il est mort en prison. Chidia se rebelle et passe à Malte, où il aide dans la traduction chez les protestants, mais avant avoir passé par le Azhar, où il étudie sous les fameux chefs de l'Azhar de cette période. C'est un grand lexicographe, un prosateur. Il se convertit à l'islam. Il se convertit à l'islam à Tunis. Il traduit, après Tunis, il traduit la Bible en arabe et finit ses jours en Constantinople, où il publie le premier journal pan-arabe et publie, et on lui doit aussi, plus important, la publication de grandes œuvres classiques de la langue arabe. Bon. Ce même Chidia, qui joue du poker, rencontre Abdelkader, qui a été libéré par Napoléon III et qui va à Damas. Il lui écrit une louange, on dit, un poème, et comble ses dettes avec l'argent qu'il a reçu de Abdelkader. Mais l'essentiel, c'est que voilà un personnage c'est lui qui a inventé, qui a créé le mot socialisme. C'est quelqu'un qui sort
d'un Liban anti-féodal qui découvre la situation des classes ouvrières et des paysans, en France et en Angleterre particulièrement. Je crois qu'il a été assez influencé par le socialisme des Saint-Simoniens, en particulier en ce qui concerne une grande liberté de traiter de la question de la femme. On attribue à Qasim Amin, qui vient 40 années plus tard, le fait qu'il prône l'éducation des femmes. Chidia prône l'importance du travail de la femme, son droit au plaisir, son droit à l'égalité et son droit à l'égalité dans le couple, dans le sens son droit de choisir son mari et son droit au divorce. Nous sommes en 1855 à Paris. J'ai beaucoup travaillé sur Chidia. Tu avais publié un livre aussi, des extraits, des chapitres inconnus de Chidia. C'est un grand journaliste. Il devient assez négatif envers la commune de Paris. En même temps en tant que journaliste, il est très pointilleux sur à quel point les agences télégraphiques du temps étaient contre les communards. Mais pour lui, les ouvriers français se sont allés à l'encontre du nationalisme français contre les Allemands. N'empêche, c'est quelqu'un qui commence, qui a créé l'article dans le sens arabe, le maqal, et qui fait des séries d'articles ou d'enquêtes, si vous voulez. Il a une grande enquête sur le mouvement socialiste russe, par exemple, dans ce fameux journal qui est Al-Jawab. Le livre de Chidia dont parle Fawaz s'intitule La jambe sur la jambe. Et il est publié, je crois, il a été publié aux éditions Phébus, dans une traduction de René Khawam. Un autre personnage que les gens ne connaissent pas en France, c'est Tano Chahin. Est-ce que c'est un personnage assez étonnant? Et déjà la révolte paysanne a été noyée, si tu veux, comme d'autres révoltes et révolutions qu'on connaît et qui sont proches de nous, a été noyée dans la guerre civile à caractère confessionnel. Bon, c'est la révolte paysanne. Est-ce que tu peux me présenter Tano Chahin et la révolte des paysans au Liban? Oui, elle est très intéressante dans le sens qu'elle fonde quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. L'essentiel, c'était en 1858, c'est l'effondrement du système, disons, féodal, qu'on appelle du fermage d'impôts et du contrôle de la terre, qui n'est pas très exactement le féodalisme européen, mais l'essentiel, c'est que c'est une révolte des communs. Ce n'est pas une révolte uniquement des paysans. C'est une révolte où il y a artisans, paysans et les marchands et les usuriers chrétiens dans la région chrétienne contre les cheikhs, contre les cheikhs marounites. Alors c'est si vous voulez, une révolte de classe qui a pour but l'égalité entre les communs et les nobles, si vous voulez, et qui est contre l'imposition des taxes, et en plus pour la distribution de la terre, des terres. Alors, cette révolte a été dirigée par un comité de 100
élue dans les villages. Bon, elle est noyée dans tout ce qui arrive après guerre civile, intervention française. Les Français, les responsables français n'étaient pas sûrs. Ils n'étaient pas avec Panoché, ils étaient plutôt avec un petit aristocrate du Nord, Youssef Chahine, pour fonder plutôt un émirat chrétien. Et on n'a pas aidé, on a fini par lui imposer une solution. Mais ce qui est intéressant dans ce mouvement-là, c'est qu'il a imposé pour la première fois dans l'Empire ottoman le principe électif, parce que la région du Mont Liban, qui devient une zone autonome à l'intérieur du sultanat ottoman, patronné par la France et les Ottomans, utilise pour la première fois la représentation confessionnelle. Je suis en train de parler de 1861-64, mais en plus de ça, les élections à 2 étages, où chaque village élit des électeurs, 2 électeurs de chaque village, qui finissent par élire un comité de 12 qui se joint à l'administrateur ottoman pour gérer cette petite zone ottomane. Est-ce que je sais, c'était la première fois où le principe des élections a été introduit dans l'Empire ottoman, et à la base de cette longue tradition de révolte commune ou communale, si vous voulez, de la montagne libanaise, qui débute en 1820, passe par une grande partie des années 30 et 45 et finit dans les années 58-60. Ok. Il y a un personnage, alors là, qui est très célèbre, mais pour d'autres raisons, qui est le poète Lamartine. Alors, on le trouve à des moments très différents du livre, et d'une façon assez contradictoire. C'est-à-dire, parfois, bon, tu montres à la porte de l'hôtel de ville en 48, son fameux discours très célèbre qu'on a étudié dans les livres d'histoire sur le drapeau tricolore, mais aussi sur des choses où il paraît très avec une tonalité très coloniale, ce qui, alors qu'on le connaît par ailleurs comme un républicain plutôt qui regardait avec beaucoup de sympathie les réformes ottomanes, qui a été voir le sultan Abdelmejid, etc. Alors, c'est intéressant comme type de personnage qu'on retrouve aussi. Il y a des dizaines de gens comme ça qui ont été, d'une part, séduits par l'Orient, et d'autre part, c'est-à-dire un peu, on est dans la problématique de l'orientalisme. Presque. Oui, exactement. Parce qu'en plus de l'orientalisme, on peut être progressiste en Europe et colonialiste dans le reste du monde, et je crois que c'est une loi. Non? En tout cas. Je ne sais pas s'il y a contradiction, mais en tout cas, l'essentiel, il est très intéressant pour commencer. Lamartine rencontre les Saint-Simoniens à Istanbul et ils leur disent: qu'est-ce que vous allez faire? Ils lui disent: nous sommes en train d'aller rencontrer la venue du Christ à Jérusalem. Il leur dit moi je connais une femme qui est exactement dans votre cas, c'est Lady Hester Stanhope, allez la rencontrer. Ils vont, ils lui amènent des cadeaux, ils avaient l'idée que elle et Enfantin
vont créer le couple qui va dominer le monde, etc. Il n'est pas très enthousiaste. Mais lui, il l'avait déjà rencontré dans son jardin secret, et elle lui dit, tu es oriental. Il lui dit, écoute, moi je suis français, etc. Il lui dit, tu es oriental, la forme de tes pieds prouve que tu es oriental, et tu vas revenir en Orient. C'est plein d'anecdotes très intéressantes, mais en tout cas, l'essentiel, il vient au Liban, il a une fille malade, Lamartine. Il croit qu'elle va peut-être guérir, je crois qu'elle était tuberculeuse, qu'elle va être guérie par la lueur du ciel d'Orient. Malheureusement, je crois qu'elle meurt ou là-bas. Concernant ce que Farouk a dit, il est très clair contre la libération de Abdelkader, parce que 1948, il y a un chef algérien qui a été arrêté dans les années 30, il est en prison, on lui a dit remets-toi et tu iras finir tes jours ou à la Mecque ou à Damas. Et il est en prison, c'est dans les années 54 ou quelque chose qu'il est libéré. Mais pendant les débats, pendant la révolution de 48, les intellos de cette période-là sont tous contre la libération du chef de la révolte algérienne. Il y a Victor Hugo qui n'est pas qui est de l'avis de Lamartine dans ce cas-là. Alors voilà les croisements que j'ai trouvé très intéressants. Mais la trame c'est la période d'un millénarisme très, très lié à des appétits très coloniaux qui concernent les chemins de fer, qui concernent les canaux, qui concernent les ressources de la région. Bon, mais au-delà de toutes ces anecdotes, il y a un regard qui est celui de Fouad sur l'histoire du 19e siècle et qu'il fait dire au docteur allemand. Alors, le docteur allemand, qui est le docteur allemand? Le docteur allemand, c'est Karl Marx. Il n'est pas là à cause de mes convictions et de mes idées. Il est là parce qu'il a des textes très intéressants, pas très connus. C'est lui qui découvre, il hait Napoléon III, ça c'est connu, mais c'est lui qui découvre le projet dont Henri Laurence a beaucoup travaillé, qui est le projet de créer un empire arabe, un royaume arabe à l'intérieur de l'Empire ottoman. C'est à partir de ça qu'il écrit 2 ou 3 articles dans le New York Herald. Il était le correspondant, il vivait presque des dollars qu'il recevait de ce travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a suivi la politique ottomane et la politique française. Mais c'est à partir de lui qu'on connaît dès le début des pamphlets aussi très intéressants, parce que ce sont des Saint-Simoniens qui sont autour de Napoléon III, qui ont cette idée double maintenant. Et il y a un petit pamphlet qui sort à Paris en 1958 qui propose 2 choses: la percée du canal de Suez et un empire arabe dans le Moyen-Orient, qui doit vous donner une idée comment ces 2 choses-là pourraient affoler les Anglais. Mais c'est un pamphlet connu, très intéressant. En fait, les services français produisent un journal qui s'appelle Bargis Beriz. Il le finance par un monsieur Dahdah qui fait une interview avec Abdelkader
où Abdelkader se remet, dit que moi j'ai perdu, c'est la volonté de Dieu que j'ai été vaincu en Algérie, mais moi je suis un partisan du Code Napoléon et je vais les féodaux et les princes. Bon, c'est un épisode intéressant, c'était une des premières visions françaises de l'avenir du sultanat ottoman. Les Anglais étaient à l'inverse insistant sur l'intégralité du territoire ottoman et exerçant leur influence directement à partir de leur relation avec le sultan. Les Français ont commencé à grignoter l'Empire, bon, à partir de l'Algérie. Ils avaient, le pendant était, faisons de même en Orient arabe, par ce fameux projet du royaume arabe. Ok. Dernière question, ça concerne Enfantin. Il y a beaucoup de passages dans le livre, donc il est très présent dans le livre, il est présent plus que même les autres. Et dans une, comment dire, dans une sorte de science occulte, dans une sorte enfin, on avait une autre, moi j'avais une autre idée du Saint-Simonnier, c'est-à-dire, bon, comme des gens un peu plus rationnels quand même. Mais là, on est en plein dans le délire, avec Enfantin. On est dans un délire, y compris un délire sexuel d'ailleurs, que tu montres à plusieurs reprises dans le livre. N'est-ce pas? C'est-à-dire comment on est passé du grand projet industriel, etc., à l'industrialisation de Saint-Simon, à cette sorte de spiritualisme, disons, qui est chez Enfantin. Pour commencer, j'ai lu autant que je peux sur les Saint-Simoniens. J'étais très attiré pour commencer, parce que ce n'est pas exactement comment ce qu'on appelle leur socialisme a été présent. Moi, je crois que Marx a été très influencé par eux. Il y a plein d'idées comme sur le socialisme et toute cette approche concernant la femme. Bon, il y a une déification de la femme, si vous voulez. Bon. Et pour dire que c'est un monde à découvrir. Bon, la défaite de la révolution de 1830, ils sont un peu emprisonnés, ils émigrent vers l'Algérie, vers l'Égypte. Là, il y a une vision très intéressante, à mon avis, qui rappelle les néocons américains. L'idée que tout le monde doit devenir européen. Alors, civiliser le reste du monde, ça veut dire imposer ce qui était le plus prestigieux, et c'était le chemin de fer et l'industrie européenne, les canaux. Ils avaient une fascination pour le percement des canaux. Ils ont, à la fin de Lesseps avait l'aventure de percer un canal au Panama. Avant ça, entre Madrid et la mer, de Lesseps était Saint-Simonien. Un orientalisme à outrance où, en tout cas, Edward Said a pris un peu de leurs écrits, où l'Orient est féminisé, l'Occident est le mal qui va semer sa semence pour vitaliser un Orient dormant, etc. Bon, ça, c'est un aspect. C'est l'aspect qui prévaut quand ils sont en Égypte.
Non, ils avaient cette idée de rencontrer, de trouver la femme Christ, etc. Ils ont eu une idée de bâtir une statue plus grande, un monument plus grand que les pyramides. Ils avaient même l'idée idiote de démonter les pyramides et d'en faire, de les utiliser pour ce monument. On leur dit vous allez être massacrés, etc. Alors, en plus, c'était une secte. Et bon, j'ai trouvé des choses qui m'ont fait un peu rire. Quand ils ont été chassés, ils se retirent à une des propriétés d'Enfantin qui s'appelle Ménilmontant. Et là-bas, c'est la rue Liban, qui est près de la rue des Maronites. Je ne sais pas où il est. Dans le 20e. Ah, ok. Mais c'est une secte très intéressante et c'est quelqu'un qui se rapproche de plus en plus enfantin du personnage du Christ, mais un Christ assez libertaire pour dire. Et il prend la liberté sexuelle, qui est pour autant toujours à dominance mâle. Une autre chose qui m'a intéressé, qui va intéresser Bassam Hakaoui, c'est qu'il y a cette idée de se tremper dans la foule ouvrière. Alors ils vont tous intello à Lyon avant la révolte, pour fraterniser, pour se transformer en prolétaires. Alors il y a des intellos qui travaillent dans les usines, et il faut dire que c'est quelque chose qu'on a fait en France et pendant les années 60, 70 au Liban. Très bien. Je vais passer à autre chose. Je crois qu'on a fait le tour à propos du livre, pour profiter de ta présence. J'ai assisté il y a 2-3 mois, ici, à une rencontre avec ton ami et mon ami Gilbert Achgar sur la contre-révolution arabe. Et c'était à propos de son livre Symptômes morbides, qui venait après Le peuple veut. Je crois beaucoup de gens dans le public qui avaient assisté à cette rencontre. Que tu as, grosso modo, la même analyse que lui sur ce qui se passait, disons, à partir de 2013, 2012-2013, et qui a traversé l'ensemble du monde arabe. C'est-à-dire la défaite de la révolution au Yémen, l'occupation pratiquement du Bahreïn par les Saoudiens et les Émiratis, le coup d'État de Sisi et l'islamisation, disons, de la révolution en Syrie. Quelle est ton analyse, disons, de ce mouvement de ces 3-4 dernières années? Alors, après tous les espoirs soulevés en 2011. Et je commence par dire qu'il y a eu une révolution ou des révolutions, et dans le monde arabe, on a une idée très facile et très romantique des révolutions. Je crois que les gens ne se révoltent pas qu'après avoir eu marre radicalement de tout ce qui existe chez eux. Alors, une révolution, c'est un symptôme d'un grand mal dans la société et dans l'État. Et il n'y a rien de joyeux dans les révolutions. La plupart du temps, elles échouent. Rarement je connais dans l'histoire une révolution qui est victorieuse dès le début. Il y en a 4 révolutions françaises, il y en a 2 ou 3 chinoises, il y a 3 russes, 1905, février,
Ça c'est un peu connu aussi, mais on considère que c'est quelque chose d'assez facile, mais c'est une refonte très radicale ou un rejet très radical dans la société et dans l'État. Et voilà ce qu'on a eu. On l'a eu, et je crois que c'est important de lire ce que des dizaines de millions de jeunes et d'Arabes ont dit. Ils ont analysé et les problèmes et ont donné les remèdes. Ils ont demandé du travail, ils ont demandé de la liberté, justice sociale et dignité personnelle. Je crois ces quatre disent beaucoup sur la situation dans cette partie du monde et qui a été répétée du nord de la Syrie jusqu'au fin fond du Yémen. Et bon, c'est pas par mimétisme, mais ils sont pas assez. C'était parce que les problèmes de la région sous le néolibéralisme disaient exactement ça, des régimes dictatoriaux, un chômage exceptionnel, de grandes inégalités sociales et régionales, et une humiliation quotidienne de l'individu et du citoyen. De la répression quotidienne. La répression quotidienne. Oui, mais c'est là, parce qu'il y a l'humiliation. Je cite toujours les mukhabarat syriens et pas seulement eux, même les fonctionnaires qui adressent les gens en tant que Kurd Ahmad, en tant que Han. Imaginez pendant 50 ans être adressé comme ça sans pouvoir dire plein de choses. En tout cas, dans ce sens, il y a révolution, je l'ai appelé une révolution sans révolutionnaire. Une partie étant que les éléments de conscience et d'organisation dans cette révolution étaient assez flous, assez spontanés, mais en même temps radicalement massives, avec des gens qui demandaient un changement radical de leur vie. Et c'est quoi la réponse? Et comme toute révolution, cette révolution, ce but contre des régimes établis elle n'a pas de direction, elle n'a pas de centre, elle est décentrée, malheureusement, parce qu'il y a de fameux dans tout ça. L'essentiel, c'est qu'on oublie qu'elle bute contre tout un ordre établi, des régimes militaires, mais on oublie aussi que cette révolution a été adressée sur le plan régional et international par une logique très simple. Dans le meilleur des cas, on se débarrasse du président, on met à sa place un vice-président et on adopte l'islamisme modéré. On peut suivre ça très facilement. C'était la position américaine, c'était la position saoudienne, etc. Barak, on se débarrasse de Barak, on met son vice-président, le même en Tunisie, là où l'armée n'a pas intervenu contre le peuple,
il y a eu une passation avec un changement de la tête du régime, et pour préserver le régime. Là où l'armée s'est scindée dans les deux cas, syrien et yéménite, au Yémen, on a utilisé la même logique. On amène les musulmans, les islamistes au pouvoir, et on remet le vice-président à la place du président. Et on oublie les graves problèmes posés et par les autonomistes Houthis et par les autonomistes du Sud. Et on parle de état de droit, etc. La Syrie, c'est le plus tragique. On ne sont même pas arrivés à ça. Il y avait un monsieur, Barack Obama, qui avait pour consigne aucun soldat américain par terre, qui disait tout le temps pendant des années Assad must go. Et je dois dire, dans la logique des États, c'est très simple. Quand on dit Assad must go, et quand on veut régler une crise ou une crise armée, il y a une petite façon très simple, c'est de neutraliser la force armée du régime. Et on aurait pu faire ça avec de petits fusées sur épaule qui auraient neutralisé l'aviation syrienne. Et il y avait une décision de ne pas donner, de ne pas accepter de donner ces armes à l'opposition syrienne. Et la cause, l'argument était que cela pourrait passer aux mains des djihadistes. Pendant ce temps-là, les djihadistes étaient très bien servis et par les services américains. Et il faut ajouter que ces révolutions étaient composées. L'élément le plus faible, c'était l'élément démocrate, laïque. L'élément le plus fort, c'était les plus populaires, c'était l'élément islamiste, parfois les djihadistes. Et les djihadistes, qui sont un phénomène auquel il faut penser, et que la région était dominée, et l'est toujours, par une seule stratégie, qui est ce qu'on appelle la lutte, la guerre globale contre le djihadisme, qui a écrasé tous les problèmes vitaux des peuples et qui continue de le faire. Ils sont toujours sur cette unique vision de toute une région où le mal est vu en tant que le djihadisme, même maintenant, même quand M. Macron décide d'envoyer des avions, c'est pour contre les djihadistes. Monsieur Trump veut rester en Syrie pour combattre le djihadisme. Il a renflé le pétrole de la Syrie. Bref, pour dire que oui, il y a contre-révolution. Dans deux cas, cette contre-révolution a pris l'aspect d'une guerre civile, doublée, une guerre civile composée, mais une guerre civile qui est comme toute guerre civile. Les guerres civiles appellent des interventions étrangères. Où le sort des peuples, le sort de ceux qui ont initié ce mouvement, maintenant est décidé par des forces régionales et internationales dans un palais très très complexe de conflits et de compétition. Alors, dans ce sens, oui, nous vivons dans une période de contre-révolution, et il a deux ou trois aspects.
les djihadistes, ce sont des contre-révolutionnaires. C'est très important. Et ils sont contre-révolutionnaires, c'est pas parce qu'ils veulent préserver les ordres, parce que pour eux, ce qui est nouveau dans Daesh, c'est l'idée qui dépasse Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'était un terroriste, une internationale terroriste. Daesh, c'est l'idée d'une déstabilisation radicale des États, parce que les États eux-mêmes sont considérés anti-islamiques. L'État en soi, pas les régimes, l'État en soi est considéré ou athée, ou laïque, ou européen, ou ce que vous voulez. Alors, c'est pas simple, c'est pas joli, mais l'essentiel, c'est que au moins, faut-il penser qu'est-ce qui fait un djihadiste? Qu'est-ce qui produit un djihadiste? Pourquoi? Quel rôle la militarisation des tribus arabes qui a été initiée pendant la guerre irakienne, et les tribus arabes, ce sont des millions qui maintenant vivent de l'effort militaire, du travail militaire. Ils existent en Syrie et ils existent en Irak. L'effondrement voulu de l'armée irakienne, on doit se rappeler qu'il n'y avait aucun djihadiste en Irak à la chute de Saddam Hussein, et on a produit tout ce qu'on peut imaginer de djihadistes qui sont passés par la Syrie, par M. Assad. Non seulement qu'il a libéré des djihadistes, c'était des dizaines de milliers de djihadistes qui ont été passés à travers le régime Assad en Irak, pour finir avec la possibilité qu'une organisation djihadiste s'empare de la deuxième ville irakienne. Avec une armée recomposée, décomposée par M. Maliki. Un peu le message, c'est que peut-être pour moi l'essentiel, c'est de se demander non pas quelle position prendre envers les djihadistes, mais comment ça se fait dans le 21e siècle qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Arabes musulmans qui optent pour des choix suicidaires de ce genre. Quelle relation avec le chômage? Parce pour rappeler, nous sommes la région du monde, et je parle des 300 millions d'Arabes, qui ont le taux le plus haut de chômage, le taux le plus haut dans le monde de jeunes vis-à-vis de la population, et le taux le plus haut du chômage des jeunes. Commençons par ça. Parlons un peu du régionalisme, parlons un peu du fait qu'une grande partie de la modernité, des développements, pour ne pas dire que tout cela a été balayé par le néolibéralisme. Tout cela n'a jamais touché les légions limitrophes arabes. Parlons aussi par exemple, de l'effondrement de l'agriculture syrienne. On parle des Ashouariyettes, on parle de l'informel dans l'habitation en Égypte. Le plus grand taux d'habitation illégale existe en Syrie, et ce sont les banlieues de Damas et des villes qui sont composées par des paysans qui viennent, il y a 20 ans, remplir cela, à partir du néolibéralisme de M. Bachar, que quelques gens de gauche considèrent qu'il est un socialiste et qui construit
le socialisme et qu'il est en train d'éduquer son peuple, lui et M. Kadhafi. Ok, pour dire que c'est une guerre sans fin qui démolit une grande partie des ressources et des gens. Si on ne s'attaque pas aux sources, aux racines des problèmes. Voilà quelques racines. Les révolutions arabes nous les ont données. Chômage, dictature, écarts sociaux, inégalités de classe et de région, et l'absence, répression des gens. Oui. De toute façon, ce sont des contre-révolutions. Les contre-révolutions dans les différents pays arabes n'ont aucune solution pour les problèmes de fond. C'est justement ça, c'est-à-dire, bon, Sisi a réussi à renverser la vapeur, mais il n'a aucune solution des vrais problèmes de l'Égypte, et ainsi de suite. On peut imaginer que la solution russe en Syrie, par exemple, s'il finit par être appliqué, n'apportera pas de solution aux problèmes syriens, et ainsi de suite. C'est pour ça que Gilbert, d'ailleurs, parle d'un processus révolutionnaire de longue haleine, et qui est traversé par des avancées, par des reculs, par des stagnations, etc. Mais je voudrais demander une dernière question en quelques mots, parler du Liban aujourd'hui. Bon, il y a eu des élections, les élections ne changent pas grand-chose, on le sait, mais on a l'impression que là aussi qu'il y a une crise qui est de plus en plus évidente dans le pays en raison d'un déséquilibre fondamental du rapport de force à l'intérieur du pays. C'est-à-dire la quasi-domination de Hezbollah par rapport à toutes les autres forces politiques. Est-ce que c'est vrai ou non? Cette impression qui a été développée par la presse et tout ça. Farouk, avant, moi je ne crois pas qu'il faut parler, je diffère un peu de Gilbert, il ne faut pas parler qu'il y a un processus qui continue mais qui a changé. Une contre-révolution va donner lieu à d'autres choses, mais elle va donner lieu dans des conditions qui n'ont rien à faire, qui ne ressemblent pas du tout aux conditions qui ont donné lieu à aux révolutions essentielles. Oui, non, mais je veux dire, les problèmes de fond structurels dont tu as parlé, par exemple le chômage des jeunes, la situation démographique dans le pays, etc. Il n'y a pas de solution chez les... Il faut ajouter que ces contre-révolutions ont écrasé plein de forces révolutionnaires et qu'il faut commencer par dire qu'il faut rebâtir des forces de changement. Sinon, je ne crois pas qu'on va faire des merveilles. Pour le Liban, les élections ne sont pas la mesure correcte pour parler de la force de Hezbollah. Je crois que si on redécouvre ce que Hezbollah présente au Liban, ce n'est pas à partir de quelques pertes qu'ont perdu ses compétiteurs et que lui a gagné. L'essentiel est que Hezbollah est une force majeure dans la société libanaise et je ne crois pas qu'il faut la réduire à sa force militaire. Pour diverses raisons. Hezbollah et son partenaire Amal contrôle la plus grande confession du pays. Hezbollah ne la contrôle pas uniquement à partir des armes, il la contrôle de diverses façons. C'est pour commencer par la venue du Mahdi et pour finir par la mystique de la guerre contre Israël, par ses services sociaux et par le fait que contre lui, il n'y a presque personne. Il n'y a pas de vraie opposition contre Hezbollah. Et
j'ai toujours dit que quand on est en lutte avec une force de ce genre, l'essentiel c'est de taper sur ses points faibles et non point sur ses points forts. Alors l'unique demande du désarmement de Hezbollah n'est pas un programme d'opposition à ce parti, y compris le fait de dire que le Liban n'est pas en guerre avec Israël, bon. Ni d'ailleurs, malheureusement, ni d'ailleurs le fait de s'opposer à l'intervention de Hezbollah en Syrie. Bon, il faut s'opposer, je dis, un des premiers opposants, j'ai perdu un travail dans un journal, à partir de ça, c'est pas... Mais il y a une... Alors voilà, c'est un peu la logique de l'opposition à Hezbollah. Je crois que l'opposition à Hezbollah doit prendre tout ça en considération, mais ajouter à ça que Hezbollah prétend qu'il n'est pas au pouvoir, mais c'est une force essentielle dans le pouvoir. Hezbollah a couvert pendant les 15 dernières années toute la corruption et toutes les exploitations du régime libanais, et il faut en parler. Et Hezbollah est un parti néolibéral. Les ministres de Hezbollah sont les premiers qui ont travaillé pour la privatisation de l'électricité, par exemple au Liban. Oui. Hezbollah maintenant révèle plein de corruption dans ses institutions, y compris les municipalités qu'il contrôle. Bon, il y a tout un champ de travail d'opposition y compris parmi les gens. Bon, c'est coûteux, ce n'est pas marrant. Basta pour dire que les élections n'ont pas ajouté beaucoup d'une façon, disons, qualitative à la force de Hezbollah. Et pour prendre en considération que le Parlement libanais n'est pas uniquement où les vraies décisions sont prises. Hezbollah contrôle d'une façon ou d'une autre les services de renseignement de l'armée, et le service de renseignement de l'armée est assez influent à l'intérieur de l'armée, pour ne pas dire que le président de la République et son parti sont toujours des partenaires de Hezbollah. Presque des otages. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des interventions là? Oui, bonjour. madame. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'ai trois... On n'entend pas. Ça va, ça va. Ça marche. Ça marche? Non, ça marche pas. Non, ça marche. Je vais plus fort. Ça marche pas. En fait, on vous entend. Avec ou sans, c'est la même chose. Bonsoir, bonjour. Alors moi, j'ai trois petites remarques à faire. La première, en Algérie, Abdelkader, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il était un traître en Algérie. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas grand-chose. Alors est-ce que par rapport à ce qui s'est passé en Syrie, est-ce qu'il y a quelque chose qui expliquerait cela? La deuxième, j'ai entendu dire par une Syrienne que le président Bachar aurait dit que 22 millions de Syriens c'était beaucoup trop, que 10 millions lui suffisaient et que les autres pouvaient partir. Est-ce vrai? Le troisième, est-ce que vous pensez que le fait que les États-Unis l'Europe, etc., espèrent continuer à avoir la main sur le Proche-Orient et continuer à faire leur business en vendant des armes, est-ce que ça va continuer encore longtemps, que le monde arabe va continuer à être sous la tutelle de pays occidentaux qui ne comprennent rien au monde arabe, qui ne comprennent rien aux situations locales et qui ont institué beaucoup d'instabilité politique dans l'intérêt de leur propre pays. C'est-à-dire qu'on vend des armes, on institue un pays chrétien, on institue un pays juif. Est-ce que plus tard, on ne va pas aussi instituer les sunnites, un pays chiite, etc. Et ma dernière remarque,
en Irak, les chiites étaient proches des communistes parce que c'était les plus pauvres. Et donc là, aux élections, ils ont remporté une partie des élections. Comment se fait-il qu'en Syrie, il y a les mêmes chiites, puisque c'est les mêmes religions, il n'y ait pas eu ce type de choses? Parce que les chiites, au Liban comme en Syrie, n'étaient quand même pas la population la plus riche. Or, ils ne se sont pas rapprochés des partis communistes. Pour quelle raison on n'a pas les mêmes choses en Syrie et en Irak? Merci. Pour commencer, dès la fin, ce ne sont pas les chiites, ce sont des chiites en Irak qui sont représentés par disons, un patriote irakien anti-iranien, anti-américain, qui est exceptionnel, qui s'appelle Muqtada Sadr. Et je crois que les élections irakiennes sont très intéressantes dans le sens que ils ont révélé qu'une grande partie de la population est contre la corruption de ce gouvernement. Les deux partis chiites, FEOD, Dawa et Majlis al-A'la, qui sont liés en particulier à l'Iran et qui sont aussi considérés par la politique américaine comme leurs alliés. Alors, les élections irakiennes ont produit une alerte, si vous voulez, d'une bonne partie de la population qui ne sont pas uniquement des chiites, mais qui sont très composés, où il y a des chrétiens, des Kurdes, si on veut les traiter comme ça. Voilà. Alors, aucune comparaison avec la Syrie. L'Irak qui a perdu son armée, maintenant gît sous le contrôle d'une grande milice qui est la milice liée à ces deux partis et qui a d'une façon ou d'une autre libéré Mossoul et qui est une grande force aux mains du pouvoir. De volontaires. Hein? C'est des volontaires. Oui, qui devient de plus en plus l'armée, comme Hezbollah, l'armée de rechange, si vous voulez. Il y a 200 milices dedans. Alors, aucune comparaison avec la Syrie, où en fait, il y a une très petite minorité de chiites, et bon, on peut revenir vous avez plein de questions, vous allez me rappeler les premiers. La première, Abdelkader est très intéressant parce que le plus qu'on l'étudie, on découvre que c'est quelqu'un qui a pactisé avec la France dans les années 50 et c'est fini. On le considère comme l'allié de la France. Bon, la mystique d'Abdelkader comme le dirigeant de la résistance des années 30 est ce qui prévaut. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de dire « moi je suis l'ami de la France ». La résistance est finie. Dans les années 70, si je me rappelle bien, un de ses enfants, un de ses fils, lance une nouvelle résistance en Algérie. Il le défend de le faire. Il avait toujours chez lui un officier français de service et on découvre qu'il espionnait tout le temps et qu'il envoyait des rapports. Bon, c'est dans les archives françaises qu'il y avait toujours des rapports sur toutes ces rencontres. Finalement, on lui a permis d'amener des tribus, des membres de tribus et de confréries et amazighs et arabes en Syrie armés et les armées. Et il touchait il était au service du budget français. Bon, moi c'est ce qu'il faut dire en ce qui concerne si vous voulez, ce qu'on connaît de l'histoire. Il n'est ni traître ni héros. C'est quelqu'un qui a joué son rôle glorieux dans la résistance française, qui a été vaincue.
en étant un exilé en Syrie, ce qu'il a fait, c'est qu'il a refusé l'idée d'un empire français. Il l'a refusé tout le temps. C'est quelqu'un qui a fini ses jours par disant moi je fais plus de politique, je suis un soufi, je travaille sur l'esprit, et je relis et je publie les œuvres d'Ibn Arabi, etc. Non. Je crois que ça c'est plus approprié pour l'idée de ce que Abdelkader est. Deuxième question, c'était... La Syrie et Bachar al-Assad qui a dit que 10 millions de personnes suffisaient pour ça. Absolument. Moi, je voulais dire deux choses. La première, c'est que la Syrie est la fin de tout ce qu'on appelait l'intervention humanitaire. Et je crois que c'est une fin très tragique parce qu'il y a des gens dans notre partie du monde qui y croyaient. Malgré le fait que ceux qui ont trop travaillé sur cette idée n'y croyaient pas. Alors voilà une révolution où les gens appelaient le monde. Si vous vous rappelez, ça a commencé par des petites caméras, etc. Voilà ce que ce régime criminel est en train de nous faire. Le résultat est qu'il n'y a rien qui s'appelle intervention humanitaire sans politique impérialiste ou sans intérêt. La Syrie ne posait pas beaucoup d'intérêt. Et il faut sortir. Bon. Deuxième chose, le fait qu'il y a devant, oublions l'aspect militaire, il y a un régime, il y a un dictateur qui, s'il a dit ça ou pas, ce n'est pas important, qui est en train d'appliquer un épurement ethnique, mais qui n'est pas ethnique, parce qu'il est en train de se débarrasser de ce qu'on peut dire une grande partie de son peuple, et de le recomposer sur d'autres... bon, ça se passe aux yeux de tout le monde, et ça passe. Et pour ajouter les projets humanitaires, qui ne sont pas humanitaires, les projets de traitement des questions des réfugiés ou des Syriens concernant par exemple le Liban, l'idée principale c'est on vous donne de l'argent si vous les laissez au Liban et si vous leur trouvez du travail. Voilà ce que ça cède patronné par la France, le congrès économique essaie de convaincre les dirigeants libanais. Et paradoxalement, les amis au Liban, il y a quelque chose qu'il faut dire. On hait le peuple, une grande partie des forces politiques hait le peuple syrien, mais aime Bachar al-Assad. C'est très intéressant comme phénomène. En tout cas, oui, on peut c'est très facile. On est contre la présence des Syriens, mais on est politiquement avec M. Bachar. Je peux vous citer la majorité des forces politiques au Liban qui sont dans ce cas. L'essentiel, en tout cas sur Bachar al-Assad, c'est de dire qu'il y a une politique maintenant internationale disant l'essentiel c'est de trouver de la place pour des raisons purement européennes. Laissez-les en Turquie, laissez-les au Liban, laissez-les en Jordanie, qu'ils ne viennent pas chez nous, on vous donne de l'argent, mais plus important, trouvez-leur du travail. Gardez-les. Bon.
trouvez-le. Est-ce qu'il y a encore une question développée? Encore une question. Est-ce que vous pouvez nous donner une raison d'espérer quand même? J'aime bien le mot espérer. J'ai pas dit rêver, hein, j'ai dit espérer. Non, vous n'avez pas dit optimiste, parce que je hais l'optimisme. Non, j'ai pas dit ça non plus. Bon, je crois qu'il n'y a pas de raison pour espérer. L'espérance n'a pas de raison. Si vous permettez C'est très raisonnable, en fait. C'est une forme de maladie. J'ai écrit mes mémoires pendant l'occupation israélienne de Beyrouth qui s'appelait d'une espérance incurable. Alors, je ne sais pas si je peux communiquer ce malade-là, non, je ne crois pas qu'il y a des raisons d'espérance. Je crois qu'il faut être lucide, de ce qui est arrivé. Il y a eu de grandes espérances. Je crois que, contrairement à tout, il y a eu des dizaines de millions de jeunes qui ont pris en main leur destinée et qui ont voulu bâtir une nouvelle société. Ils ont été écrasés. Je suis sûr que, comme on vient de dire, les problèmes sont les mêmes. Ils sont aggravés par la contre-révolution. Et le facteur religieux aussi, peut-être, non? Absolument, le contre-religieux Non, la contre-révolution est à deux. Oui, C'est pas la religion, c'est le djihadisme en particulier, pas seulement. Et je voulais, en tout cas, une des raisons de la religiosité des gens sont les guerres. Toutes les guerres produisent une grande religiosité pour commencer. Et les guerres européennes est un bon exemple. Mais d'autre part, l'essentiel, c'est que ces deux forces contre-révolutionnaires à laquelles se sont ajoutées la Russie, l'Iran, la Turquie, un peu l'Europe et les États-Unis. Ce n'est pas mince pour une région où il y a aussi le monde du pétrole. Alors tout ça, je crois que l'espérance, c'est, en tout cas, je crois qu'elle doit être puisée de deux choses. Pour commencer, le passé récent, le fait qu'on a été mitraillé par l'idée qu'il n'y a pas de démocratie. On a passé tout un quart de siècle où la question était d'expliquer pourquoi il n'y a pas de démocratie dans le monde arabe. On a dépensé des centaines de millions pour étudier on appelle Fajr, on l'a appelé un gap. Il n'y a pas, et je ne me rappelle pas qu'il n'y a il n'y avait aucun intérêt à étudier ce qu'on avait. On n'étudie pas les dictatures. Et voilà pourquoi il y a des jeunes qui font face à des dictatures, à des régimes très complexes, sans avoir aucun fondement pour étudier ces régimes. Il y a l'état de barbarie d'un écrivain qui a été tué à cause de ça. Mais comment étudier on a dépensé des centaines de millions, des milliards américains, européens, etc., pour étudier l'absence de démocratie. Bon, la réponse a été des dizaines de millions d'Arabes qui sont descendus dans les rues et ils ont dit nous voulons en finir avec les dictatures, les deux formes de dictature, les dictatures saoudiennes, etc., et les dictatures militaires, etc., et fonder une démocratie, mais aussi une démocratie sociale, une démocratie où
la justice sociale a son... Bon, j'ajoute, pour confirmer ce qu'a dit Farouk, pas la raison d'espérance, mais le fait qu'aucun de ces problèmes a été réglé. Regardez la Tunisie, qui est le modèle du changement pacifiste. La grande partie des jeunes n'a pas participé aux élections. Et ça fait 2 ans que la Tunisie est dans des états de grève permanents et où il y a un grand malaise qui est très peu adressé, y compris malheureusement par les forces de la gauche. Tout le monde nous dit les jeunes ne sont pas avec nous, les jeunes, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Bon, ce sont les jeunes, ce sont ces jeunes-là qui ont fait en partie la révolution. Oui. Alors s'ils ne retrouvent rien que M. Sabsi, qui est le patriarche qui rappelle l'ancien régime, c'est pas la grande joie de ce... Et on admire le fait qu'il y a démocratie dans le sens pluralisme et élection, mais il n'y a rien qui encourage ces gens à trouver du travail. C'est un pays en dette, c'est un pays sous la coupe du World Bank et du IMF. Et les gens sont en train de lutter, les gens sont en train de résister. Il y a les grèves partout. Et il y a aussi le danger que ça vire de plus en plus vers un islamisme radical, djihadiste, etc. C'est tout ça. Bon, s'il n'y a pas une alternative à ce désespoir, à ces problèmes-là, on va au pire. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre présence.